Alors la musique que vous entendez, c'est Lalo Schifrin, la bande originale du film Opération Dragon avec bien sûr Bruce Lee, qu'on appelle aussi le Petit Dragon. Et ici je vais citer un ami qui s'appelle Maître Ramsès, qui est un très grand mathématicien originaire de Bagneux, et qui dit « Ce qu'il faut retenir dans Petit Dragon, c'est pas petit, c'est plutôt dragon ». Je vous laisse méditer cette phrase. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de kung-fu mental autour du thème des espaces vectoriels, et pour ça, on va prendre comme exemple un exercice des épreuves communes donc de février, du concours blanc, et on va faire ça en deux parties. Donc sur la première partie, on va analyser des sous-espaces vectoriels et regarder leur somme. Et sur la seconde partie, on va analyser un morphisme. Et on va faire ça sous l'angle des systèmes, sachant qu'il y a aussi des méthodes 100% géométriques, étant donné que ici on va se placer dans R3, et quand on est dans R3, on peut toujours se ramener à des résultats sur la géométrie de l'espace. Alors, en fin de tutoriel, il y a une petite surprise, donc ça c'est pour vous faire patienter, et commençons directement par attaquer donc la première partie. Alors vous pouvez bien sûr vous référer au sujet du concours blanc, et donc comme je l'annonçais, ça consiste en l'étude de trois ensembles, E, F, G. E et G sont deux espaces engendrés, E est engendré par deux vecteurs non collinaires, donc a priori c'est un plan, G est engendré par un vecteur non nul, donc a priori c'est une droite. Quant à F, il est défini par une relation qui porte sur les coordonnées. Alors, la liste des questions, en gros, ça consiste à d'abord étudier l'ensemble F, montrer que c'est un sous-espace vectoriel, déterminer une base de ce sous-espace vectoriel, ensuite déterminer l'intersection de E et F, montrer que R3 est égal à E plus F, alors on verra ce que ça veut dire en pratique, et puis pour finir, on va s'intéresser à F plus G, et on va montrer cette fois-ci que tout vecteur de R3 peut s'écrire de manière unique comme un vecteur de F plus un vecteur de G. Alors, commençons par analyser un peu l'énoncé avant d'aller plus loin. Ce que je peux dire de F, très rapidement, c'est que c'est un plan de vecteur normal 1, 1, 1, et qui passe par 0. Donc ça, c'est un argument, par exemple, pour montrer que c'est un SEV, mais ça ne me donne pas de vecteur de base. Donc il faut procéder autrement pour avoir des vecteurs de base, donc c'est pour ça qu'on va adopter une autre approche. Pour déterminer E inter F, on dira qu'un vecteur est dans E inter F s'il est dans E et dans F à la fois, et on verra ce que ça donne en termes de conditions. Il y a plusieurs méthodes à chaque fois, plusieurs manières. Alors pour montrer que R3 égale E plus F, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que tout vecteur de R3 peut s'écrire comme la somme d'un vecteur de E et d'un vecteur de F. Et donc du coup, il faudra ici le montrer de manière directe, c'est-à-dire prendre un vecteur quelconque et montrer qu'il peut s'écrire comme un vecteur de E plus un vecteur de F. Et puis pour la dernière question, c'est exactement pareil, et cette fois-ci, on obtiendra une solution unique, avec cette fois-ci une décomposition sur F et G. Donc voilà pour cette première partie. Vous pouvez noter les questions ou bien vous référer au sujet, mais encore une fois, les questions sont légèrement différentes de celles du sujet. Alors, question 1, encore une fois, ici, je vais essayer d'aller droit au but, exactement comme le petit dragon, c'est-à-dire je vais être efficace dans mes mouvements, souple à la fois, pour répondre aux deux questions à la fois. Alors, comment ça ? Si j'arrive à montrer que F est un espace qui est engendré par deux vecteurs libres, alors j'aurais répondu aux deux. Je saurais du coup que F, c'est un sous-espace vectoriel, puisque c'est un espace engendré, d'une part, et d'autre part, j'aurai une base de F, puisque j'aurai des vecteurs non liés, c'est-à-dire des vecteurs libres, qui engendrent F. Et pour faire ça, en fait, j'écris la condition nécessaire et suffisante d'appartenance à F, et j'applique la méthode que j'ai appelée précédemment la méthode de l'escroc,
C'est-à-dire que cette condition nécessaire et suffisante me donne, s'écrit sous la forme d'une équation sur x, y, z. Du coup, je peux par exemple écrire x en fonction de y et z, et puis je rajoute deux lignes tautologiques, y égale y, z égale z. Et donc ça veut dire qu'un vecteur appartient à f si et seulement si s'écrit y facteur de moins 1, 1, 0, plus z facteur de moins 1, 0, 1. Et donc, comme y et z sont quelconques, bah du coup, j'ai directement l'expression de f comme étant l'espace engendré par ces deux vecteurs, moins 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Du coup, je sais que f est un sous-espace vectoriel d'une part, et d'autre part, j'ai une base. Et il suffit pour ça de constater que B1 et B2 sont non collinaires. Voilà pour la question 1. Alors la question 2, il fallait donc déterminer l'intersection de E et F. Alors dire que je suis dans l'intersection de E et F, ça signifie que je suis à la fois dans E et dans F. Et donc ici, vous voyez que je suis assez malade en fait, je pense que c'est un de mes derniers tutoriels. Et donc c'est un peu les dernières paroles de sagesse. Et j'aimerais vraiment vous transmettre ça, l'algèbre linéaire, avant que la maladie m'emporte définitivement. Donc je reviens à mon objectif ici. Je peux exprimer l'appartenance à E et l'appartenance à F comme des combinaisons linéaires. Puisque je connais les vecteurs qui engendrent E et je connais les vecteurs qui engendrent F. Une autre manière de faire, c'est de dire que je suis dans E, ça veut dire que j'écris une combinaison linéaire donc des deux vecteurs qui engendrent E, c'est-à-dire 1, 1, moins 1 et 0, 0, 1. Et dire que je suis dans F, ça veut dire que la somme de mes coordonnées vaut 0. Et donc ici, c'est ce que j'ai choisi comme option. Et donc du coup, j'ai un système. Voilà. Donc j'ai un système qui porte sur x, y, z, hein, ou sur alpha et bêta. Alors, quand je regarde ce système, je vois que je peux faire la méthode habituelle, c'est-à-dire dans la dernière ligne, je substitue x, y, z par leur valeur en fonction de alpha et bêta, et du coup, ça me dit que bêta égale moins alpha. Du coup, je peux exprimer x, y, z en fonction d'un seul paramètre qui est alpha. Et donc du coup, un vecteur x appartient à l'intersection de E et de F, si et seulement si ses coordonnées c'est alpha fois 1, 1, moins 2. Autrement dit, E inter F, c'est la droite engendrée par le vecteur 1, 1, moins 2. Alors, géométriquement, on pouvait s'en douter. Pourquoi ? Parce que E est un plan et F est également un plan. Et ces deux plans ne sont pas confondus. Par exemple, on peut vérifier que le vecteur normal de F n'est pas orthogonal à l'un des deux vecteurs de direction de E. Et du coup, F et E ne sont pas, du coup, confondus. Ça veut dire que leur intersection, c'est forcément une droite, hein, vu qu'ils ont un point en commun. Le point en commun qu'ils ont, c'est l'origine. Et donc, j'aurais pu également, par des méthodes géométriques, retrouver le vecteur de direction de la droite, et c'est ce que j'ai fait dans le corrigé à l'écrit. Alors, voyons maintenant la question 3. Et ici, il s'agit de montrer que R3 égale E plus F. Alors, comme ce sont des ensembles, il faut montrer la double inclusion. Alors, la somme de E et de F, c'est un sous-espace vectoriel qui est bien sûr inclus dans R3, puisque les deux sous-espaces vectoriels E et F sont tous les deux inclus dans R3. Donc il s'agit de montrer l'inclusion réciproque. Donc je vais prendre un vecteur quelconque de R3, et je vais chercher à le décomposer sous la forme d'un vecteur de E et d'un vecteur de F. Pour ça, je vais utiliser le fait que E est engendré par deux vecteurs, et F est également engendré par deux vecteurs. Donc le vecteur bleu que je vais chercher, qui est dans E, il peut s'écrire sous la forme alpha fois le premier vecteur, plus bêta fois le deuxième vecteur. Et le vecteur vert qui est dans F, que je cherche toujours, il peut s'écrire comme étant gamma fois le premier vecteur de base de F, plus delta fois le deuxième vecteur de base de F. Si j'arrive à trouver des nombres alpha, bêta, gamma, delta qui marchent, alors ça veut dire que le vecteur bleu existe et le vecteur vert existe. Ça revient en fait à résoudre du coup un système de 3 équations à 4 inconnus. En procédant à la méthode du pivot de Gauss, j'arrive très rapidement à un système échelonné ou quasiment échelonné, et donc je peux très rapidement dire que ce système possède une infinité de solutions. Pourquoi ? Parce qu'il est de rang 3, qu'il y a 4 inconnus et qu'il n'y a aucune ligne qui est incompatible. Donc du coup, ici,
j'obtiens une infinité de solutions. Autrement dit, bah, je sais il existe alpha, bêta, gamma, delta. Autrement dit, il existe un vecteur bleu et un vecteur vert, donc un vecteur de E et un vecteur de F, dont la somme fait X. Et ce, quel que soit X. Du coup, j'ai bien montré que la somme de E et F donne R3. Ici, ils ne sont pas en somme directe, puisque l'intersection n'est pas réduite à 0. Et ça se voit aussi par le fait que le système que j'ai plus haut possède une infinité de solutions. Autrement dit, il peut y avoir deux couples de vecteurs, E1, F1, E2, F2, qui sont distincts, qui appartiennent à E croix F, dont la somme fait X, et donc du coup, ça veut dire que la décomposition sur E et F, dans ce cas, n'est pas unique. Alors, la question 4, maintenant, elle consiste à montrer que, cette fois-ci, F plus G est en somme directe, donc ce sont deux sous-espaces vectoriels en somme directe, et il donne encore une fois R3. Donc, ici, mon objectif, c'est de montrer que tout élément de R3 se décompose de manière unique comme étant la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Et donc, encore une fois, j'utilise le fait que je connais une base de F et je connais une base de G. Donc, je vais chercher les coordonnées alpha, bêta qui sont en vert, qui correspondent aux coordonnées sur la base de F, plus gamma fois le vecteur qui engendre G, tel que c'est égal à X. Et donc, encore une fois, ça me donne un système. Et quand je résous ce système, j'obtiens une unique solution. Alors encore une fois, pour résoudre le système, je fais le pivot de gauche, j'essaye d'être astucieux, c'est-à-dire de profiter du fait que j'ai déjà un pivot. Vous voyez que la deuxième ligne du système, si je la ramène en premier, bah, ça me fait un pivot sur alpha que je peux utiliser. Donc en étant un peu astucieux, j'obtiens rapidement gamma. Une fois que j'ai gamma, j'obtiens bêta et alpha. Alors, comme la solution est unique, ça veut dire du coup que le vecteur vert est unique et le vecteur rouge, le vecteur vert c'est le vecteur de F, et le vecteur rouge, qui est le vecteur de G, ces deux vecteurs sont uniques. Du coup, il faut que je calcule ces vecteurs, donc je remplace par les valeurs de alpha et bêta que j'ai trouvées, et ça me donne le vecteur petit f qui est tout en haut, et le vecteur petit g qui est en deuxième ligne. Et en fait, ces deux vecteurs sont définis de manière unique, et donc ça me permet de conclure quant à la question. Il y avait bien sûr une autre méthode, on n'était pas obligé d'utiliser les bases, on pouvait tout à fait revenir à la définition de grand F, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans le corrigé, et c'est plus rapide. Mais là, étant donné que j'ai choisi d'utiliser un angle d'approche qui consiste à utiliser des systèmes, bah, je fais tout avec des systèmes et je fais tout avec des coordonnées. Mais il y avait plus rapide. Voilà, donc voilà pour la première partie. Alors pour la seconde partie, je vais considérer l'application qui a un vecteur x, y, z associe la composante sur f de x lorsque je décompose x selon f et g. C'est-à-dire, si je prends x et que je l'écris comme la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g, bah je sais que le vecteur de f il est unique, bah ça va être ça en fait, l'image de x par l'application P. Alors il faut montrer que P est un endomorphisme, il faut déterminer le noyau et l'image de P. Alors allons-y pour le côté endomorphisme. Qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme? Rappel, bah, c'est une application qui transforme une somme en somme et qui transforme une multiplication externe par une multiplication externe. Et ces deux propriétés-là, on peut les rassembler selon une unique propriété qui est P est un endomorphisme si et seulement si P transforme une combinaison linéaire en combinaison linéaire avec les mêmes coefficients. Et donc ici, je vais prendre deux vecteurs x1, x2, et comme P est défini par rapport à la décomposition selon f et g, du coup, je vais définir les composantes de x1 selon f et g et les composantes de x2 selon f et g. Je vais appeler ça f1g1 et f2g2. Et mon objectif, c'est de montrer que P de alpha1 x1 plus alpha2 x2 égale alpha1 P de x1 plus alpha2 P de x2. Et donc, il faut que je calcule la composante de alpha1 x1 plus alpha2 x2 pardon, sur f. Et pour faire ça, du coup, il faut que je puisse décomposer alpha1 x1 plus alpha2 x2 sur f et g. Mais c'est très facile, en fait.
Il suffit de faire le calcul, on rassemble les termes qui appartiennent à f et les termes qui appartiennent à g. Comme f c'est un SEV, bah, le terme en vert il appartient à f, et le terme en rouge il appartient à g. Donc la composante de alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 sur f, c'est alpha 1 f1 plus alpha 2 f2. Autrement dit, p de alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, c'est alpha 1 f1 plus alpha 2 f2, mais f1 bah, c'est p de x1 et f2 c'est p de x2. Donc p est un endomorphisme. Alors, le côté endo, je ne l'ai pas précisé, il est évident puisque toutes les images de P sont dans F, et donc du coup, comme F est inclus dans R3, bah, c'est bien une application qui va de R3 dans lui-même. Examinons le noyau de P. Qu'est-ce que c'est que le noyau de P? Bah, c'est tous les vecteurs de R3 dont l'image c'est 0. Alors c'est qui le 0 là? C'est le 0 de R3, c'est-à-dire c'est le vecteur 0, 0, 0. Et donc, dire que P de x égale 0, ça veut dire que la composante de x sur f est nulle. Autrement dit que x s'écrit 0 plus petit g, avec petit g qui peut être quelconque tant qu'il appartient à grand G. Ici, je rappelle que 0, le vecteur nul, il appartient à la fois à f et à g, puisque f et g sont des sous-espaces vectoriels. Donc du coup, un vecteur du noyau s'écrit forcément petit g avec petit g appartenant à grand G. Autrement dit, le noyau est inclus dans grand G. Et réciproquement, tout élément de grand G se décompose de manière unique comme étant 0 plus petit g. Et 0 appartient à f, donc du coup, bah, l'image de petit g, l'image de n'importe quel élément de g, c'est 0. Puisque la composante sur f de petit g, c'est 0. Et donc du coup, on a déduit que l'inclusion réciproque est vraie, autrement dit, le noyau de P, c'est g. Et pour l'image de P, bah, on sait qu'elle est incluse dans f, vu que bah, l'image d'un vecteur x, c'est la composante de x sur f, donc c'est forcément un vecteur de f. Et donc maintenant, il faut montrer la réciproque. Donc je prends un élément de f quelconque, et je vais montrer que cet élément, c'est l'image de quelqu'un. Et en fait, c'est assez trivial, puisque si je prends un élément petit f de grand F, bah, cet élément se décompose selon f et g comme étant petit f plus 0. Et 0, c'est un élément de g, petit f, c'est un élément de f, et du coup, l'image de petit f, bah, c'est lui-même, puisque la composante de petit f sur grand F, c'est elle-même. C'est logique. Et donc, du coup, l'inclusion réciproque est vraie, autrement dit, grand F est inclus dans l'image de cet endomorphisme, P, puisque bah, n'importe quel élément de petit f a pour image lui-même. Donc on en déduit que l'image de P, c'est égal à grand F. Alors voilà donc pour la fin de cette correction. Je vais maintenant vous faire un petit point de géométrie pour voir comment est-ce qu'on pouvait raisonner géométriquement sur ces SEV. Et à la fin, je vous réserve cette petite surprise. Alors ici donc, j'ai E qui a un plan, et j'ai F qui est aussi un plan. Donc du coup, E, je peux le tracer comme ça. Voilà. Et quant au plan F, eh ben, je vais le tracer comme étant un plan donc, qui va partir de l'arrière et venir vers l'avant. Hop. Voilà. Et donc voilà, ça c'est mon plan F. Ça c'est mon plan E. Ces deux plans sont séquents bah, parce que euh, leur, encore une fois, le vecteur normal de f, il n'est pas orthogonal par exemple au premier vecteur là, donc du coup E et F sont bien séquents. Ce qui fait que leur intersection, ici, bah, c'est une droite, que je trace comme ça avec des lignes discontinues.
Et donc ça, c'est E inter F. Donc vous voyez qu'en 2 secondes 30, en faisant un petit dessin, on peut facilement déterminer l'intersection, en tout cas graphiquement. Ensuite, pour faire le calcul, bah, c'est relativement facile. On va déterminer un vecteur normal de F. Bah, je sais que c'est 1, 1, 1. Ensuite, un vecteur normal de E. Bah, c'est le produit vectoriel de 1, 1, moins 1 par 0, 0, 1. Alors, la première coordonnée, du coup, c'est 1. La seconde coordonnée, c'est moins 1. La dernière coordonnée, c'est 0. Et donc, du coup, un vecteur de direction de E inter F, c'est le vecteur D, qui va être égal au produit vectoriel de NF et de NE. Donc je fais ce produit vectoriel. Le premier vecteur, donc la première composante, ça va être 1. La seconde composante, ça va être 1 aussi. Et la dernière composante, moins 2. Et donc, évidemment, ce vecteur, il est bien collinéaire au vecteur de direction qu'on avait trouvé par le calcul. Vous voyez que du coup, avec la géométrie, c'est aussi très rapide. Bon, ce qu'il y a évidemment, c'est qu'il faut rédiger. Mais je voulais faire ce petit point, vous voyez que vous pouvez toujours faire ça. Et donc ça, c'est vraiment, j'aimerais vraiment que vous reteniez ça, c'est que quand vous êtes dans R3, c'est relativement facile de représenter des sous-espaces vectoriels, puisque c'est soit des plans, soit des droites, soit 0 lui-même. Et évidemment, tous ces plans, toutes ces droites doivent contenir 0 pour que ce soit des sous-espaces vectoriels. Voilà. Allez, je vous laisse maintenant le plaisir de regarder cet extrait avec Bruce Lee. Alors pourquoi j'ai sélectionné cet extrait? Parce que on y voit comment Bruce se déplace. J'aurais pu vous prendre bien sûr un extrait avec de la bagarre, avec du kung-fu, etc. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que la vraie puissance de Bruce, elle se voit même dans ses déplacements. Si vous regardez la manière dont il bouge dans l'espace, dont il marche, vous allez voir qu'il le fait avec beaucoup de légèreté, beaucoup de souplesse, et surtout avec une maîtrise totale de chaque muscle de son corps. Et donc ça, c'est un truc qui est assez caractéristique des athlètes de haut niveau, c'est que vous pouvez reconnaître que quelqu'un est un sportif de haut niveau ou un grand sportif à sa manière de se tenir et à sa manière de se déplacer. Il y a une vraie maîtrise de l'espace, il y a une vraie maîtrise du corps qui est très belle, je trouve, et très remarquable. Et en particulier dans le cas de Bruce Lee, vous verrez, sa manière de bouger dans cet extrait est tout à fait exceptionnelle. Et donc j'aimerais que vous, en mathématiques, à force de vous entraîner, vous arriviez à trouver cette même souplesse, cette même légèreté, qui fait que vos copies vont couler naturellement comme une rivière. Sans heurts, sans violence, simplement de manière naturelle. Et ça, vous allez l'obtenir uniquement, bien sûr, tout comme Bruce Lee, à force d'un entraînement acharné. Et je compte sur vous.